Le ciel, il n'a pas de limite. La limite, c'est le fuel. Et avec nos aventures, il n'y a pas de fuel. Alors peut-être avant de vous parler de Solar Stratos, j'ai envie de vous parler de deux expériences que j'ai vécues à bord de Planète Solar lorsqu'on a fait le premier tour du monde à l'énergie solaire de l'histoire de l'humanité. La première, à bord de Planète Solar, on avait deux technologies. La première technologie, c'est celle que vous trouvez dans n'importe quel bateau depuis un siècle. Les toilettes, les douches, des pompes à eau, les systèmes mécaniques pour les hélices. Ça, vous trouvez sur n'importe quel navire depuis très longtemps. Et vous avez la technologie high-tech, les batteries, les systèmes solaires, les ordinateurs pour piloter les systèmes solaires. Mais imaginez que lorsqu'on a fait ce tour du monde, par 2 fois, on a risqué d'échouer, parce que tout ce qui est tombé en panne, c'était les systèmes qu'on met sur les bateaux depuis un siècle. Donc les toilettes se sont bouchées, les douches ont arrêté de fonctionner, et on a pris cette photo lorsqu'on revient après avoir eu une panne majeure suite à un problème de propulsion sur les systèmes mécaniques, ce qui a été terrible d'ailleurs. On est resté bloqué 3 semaines à Bora Bora, à bord de Planète Solar. Ça, c'était vraiment terrible, une expérience. Personne n'a eu aucune compassion pour notre équipage, pour notre équipe, donc c'était assez difficile. Mais c'était avec un système mécanique qui réglait le pas variable de l'hélice. Et pendant ce tour du monde, tous les systèmes high-tech ont fonctionné. Donc on voit que la technologie, elle est déjà disponible aujourd'hui, et elle est surtout autant fiable que les technologies qu'on utilise depuis un siècle. Et ça, c'est une autre expérience, peut-être la plus incroyable. Il faut bien vous imaginer, on était sur notre bateau solaire, notre prototype, où beaucoup de marins nous avaient prédit qu'on allait couler à la première tempête. Ils nous avaient dit, Raphaël, sur ton enclume solaire, premier coup de vent, tu vas couler, tu es complètement fou de faire un tour du monde avec un bateau solaire. Quand il n'y a pas de soleil, bien sûr, les bateaux solaires, ça ne fonctionne pas. On a pris cette photo lorsqu'on est à peu près au milieu du golfe de Bengale, à 400 km des côtes du Sri Lanka. On a traversé une zone de tempête, 2 jours, assez difficile, et on croise ce bateau de pêcheurs qui sont arrêtés, ils nous font des signes, ils nous appellent, on monte à bord. Ça va nous prendre un certain temps pour comprendre ce qui se passe, parce qu'ils ne parlent pas anglais, on ne parle pas sri-lankais. Et imaginez quel était leur problème, mesdames, messieurs, ils étaient en panne sèche. Donc vous voyez, l'énergie solaire, ça ne fonctionne pas quand il n'y a pas de soleil, c'est peut-être juste, mais un bateau qui fonctionne au fuel, quand il n'y a pas de station-service et quand il n'y a plus de fuel, ça ne marche pas non plus. Alors il va y avoir un petit peu de déception de leur côté, parce qu'on va devoir leur expliquer qu'on a un grand bateau, mais nous, on n'a pas une goutte d'essence à bord. Donc là, ils vont être un peu déçus. On va pouvoir leur donner de l'eau, faire appel à un autre bateau de pêcheurs qui vont venir les secourir. Mais là, on voit aussi, c'était d'ailleurs la première fois qu'un bateau solaire portait assistance à un bateau à propulsion classique. Mais on voit aussi que finalement, pendant ce tour du monde, on n'est jamais tombé en panne d'énergie. Et on a fait 60 000 kilomètres. J'ai pris cette photo lorsqu'on était au milieu du Pacifique, entre les Galapagos et les Marquises. Donc on est à 3000 km de la première Terre. Un de mes rêves, lorsque j'étais adolescent, je voulais être un astronaute. Alors j'étais un cancre à l'école, j'étais toujours du côté de la fenêtre, donc pas extrêmement efficace, et donc ce rêve d'astronaute n'a pas été réalisé. Par contre, imaginez-vous sur un bateau solaire en train de traverser le Pacifique, où pendant 1 mois, on n'a pas vu le moindre signe de vie, même pas un avion, on était seuls. Que la journée, vous rechargez vos batteries grâce à notre étoile, le Soleil, et la nuit, vous avez la voûte céleste qui est extrêmement lumineuse. Toutes les minutes, il y a une étoile filante qui vous passe sur la tête, et là, vous avez vraiment l'impression d'être dans un vaisseau spatial et en train de voyager entre 2 planètes. Et c'est à ce moment-là que j'ai eu ce fantasme.
je me suis dit, mais alors si on réussit à ce tour du monde, qu'est-ce qu'on pourra faire après avoir fait le premier tour du monde à l'énergie solaire? Et c'est là qu'est venue cette idée un peu folle, de tenter, grâce à l'énergie solaire, de s'approcher des étoiles, d'aller voir la courbure de la Terre, et tout ça grâce à l'énergie solaire. Donc, notre prochaine aventure, c'est Solar Stratos, dont le but est d'aller à la frontière de l'espace. Mais lorsqu'on est rentré, on s'est quand même interrogé. On a dépensé 30 millions, et quel a été le retour de visibilité finalement? Lorsque vous faites des projets comme Planète Solar ou comme Solar Stratos, on est à la fin une entreprise de communication. Et il y a un projet, une aventure qui nous a impressionnés. C'est Red Bull Stratos. Un Autrichien, Felix Baumgartner, je suis sûr que vous avez tous entendu parler de lui, qui a sauté de 39 km d'altitude. Mais sa plus grande réussite, elle n'est pas forcément sportive, c'est qu'il a réussi à avoir 500 millions de personnes en live qui l'ont suivi. Pour revenir à un succès aussi important, il faut remonter aux missions spatiales Apollo 11 et Apollo 13, 1 milliard d'individus. Depuis, on n'a jamais fait autant. C'est 6 milliards d'équivalents de communication. Donc on a réfléchi quels étaient les ingrédients qui ont fait que Red Bull Stratos a été un succès aussi incroyable. À notre avis, il y en a 3. Le premier, au jour d'aujourd'hui, il faut des projets qui sont courts dans le temps. Le deuxième, il faut des images incroyables que tout le monde ne peut pas faire lui-même avec sa caméra, avec sa petite GoPro pendant le week-end. Et la troisième, ça va peut-être vous choquer, il faut qu'il y ait du risque. Parce que finalement, pourquoi est-ce qu'on a suivi cette aventure? On s'est tous dit, est-ce qu'il va mourir? Donc, le risque fait partie des aventures. S'il n'y a plus de risque, c'est plus une aventure. Et notre projet, Solar Stratos, il a ces 3 composantes. C'est court dans le temps, on va ramener des images incroyables, et puis il y a du risque, on est en dessus de la limite d'Armstrong, à 19 000 mètres d'altitude. C'est la limite où on peut voler sans pressurisation. On est en dessus de cette limite, et tout ça en combinaison spatiale. Si on a un problème, c'est la mort. Donc c'est notre nouvelle aventure, Solar Stratos. Construire un avion solaire qui peut emmener un homme à la frontière de l'espace pour voir les étoiles en plein jour et la courbure de la Terre, ça pourrait être une aventure extraordinaire. To the edge of space. On est les premiers à construire un avion solaire biplace capable d'emmener un homme dans la stratosphère. Et lorsque vous êtes les premiers, il faut tracer le chemin, il faut ouvrir les portes. Finalement, la difficulté, c'est de réunir tous ces besoins pour réussir un tel projet. Des besoins techniques, financiers, humains.
Avec Solar Stratos, comme avec Planète Solar, on ne veut pas démontrer que des technologies extrêmement chères, des prototypes qui seront peut-être disponibles un jour, fonctionnent. On veut prendre des produits qui existent déjà aujourd'hui. Donc on va quasiment à la Migros, on achète ce qui existe sur le marché et on pousse cette technologie à la limite pour réussir des aventures incroyables. Et donc avec Solar Stratos, on est parti d'un avion existant, un avion monoplace, électrique et solaire, qu'Electra One, et on a tout simplement construit un avion plus grand, plus léger, avec des technologies qui sont disponibles aujourd'hui et qu'on peut reproduire à grande échelle. C'est ça l'idée de Solar Stratos. On va aller là en haut. Cette photo, c'est un membre de notre équipe, Michael Lopez Alegria, qui est astronaute et qui, avant d'être astronaute, était pilote de U2. Et donc, cette photo, c'est 21 km d'altitude à peu près. Et nous, on veut encore aller 4 km plus haut. Donc, il fait nuit en dessous de notre avion solaire. Et pourquoi est-ce qu'on veut réaliser ça? Bien sûr, démontrer le potentiel de l'énergie solaire, mais surtout parce qu'on va, grâce à l'énergie solaire, aller au-delà de ce qu'on peut réaliser avec un avion en propulsion classique. Finalement, faire de la très haute altitude, le seul moyen, à part les ballons et les fusées, c'est les avions solaires et les avions électriques. Pourquoi? C'est extrêmement simple. Avec un avion en propulsion classique, il vous faut du carburant, mais il vous faut du comburant, c'est de l'oxygène. S'il n'y a pas d'oxygène, il n'y a pas de combustion, et le rendement du moteur dépend de la pression atmosphérique. 25 000 mètres d'altitude, c'est 5% de la pression atmosphérique, donc c'est 5% du rendement. Avec un avion électrique, le moteur électrique, il n'est pas soumis à ces problèmes de pression atmosphérique. Mais on a deux autres avantages. Plus on monte, et plus on a d'énergie. Le soleil ne traverse pas l'atmosphère, on a 1000 watts par mètre carré au niveau de la mer. Dans la stratosphère, on en a 1360, 35% plus. Autre avantage, il fait froid, et plus il fait froid, et plus le rendement des cellules solaires photovoltaïques sont efficaces. On gagne 3% par 10 degrés, il fait moins 60, on gagne encore 30% quasiment de rendement sur les cellules solaires. Donc le meilleur moyen d'aller dans la stratosphère, c'est à l'énergie solaire. Beaucoup de défis. La combinaison spatiale, on doit développer une combinaison spatiale qu'on développe avec les Russes, Zvezda, ceux qui ont fait la combinaison spatiale à Yuri Gagarin et à Alexei Leonov. Il faut qu'elle soit solaire, extrêmement légère, et ça c'est très intéressant de travailler avec une entreprise qui travaille dans le spatial. Eux, ils sont intéressés à ce projet pour optimiser leur combinaison spatiale, la rendre plus légère. Et ça, c'est vraiment quelque chose de passionnant. Les batteries qui doivent fonctionner avec quasiment aucune pression. En général, les batteries, même dans les avions, elles sont dans les soutes qui sont dans les endroits qui sont pressurisés. Donc tout ça, c'est des défis qui sont extrêmement intéressants. On a fait le premier vol avec Solar Stratos, c'était maintenant il y a quelques semaines. Et je vais vous faire partager ce moment. Donc je vous emmène en avion solaire à bord de Solar Stratos. A human dream. Powered by solar energy. To the edge of space. Damien, okay for me, you can go. Formula 9, Renault 05, report ready for departure.
Avec Solar Stratos, on n'a pas envie que l'aventure se termine juste avec ce record stratosphérique. On espère en faire quelque chose. Maintenant, c'est une révolution électrique. D'ici, je pense, moins de 5 ans, il y aura des avions électriques pour faire la formation de base, ce qui va diminuer aussi, par exemple, les bruits dans les aérodromes et les aéroports. Nous, on imagine développer une technologie pour que d'autres personnes l'utilisent pour faire, par exemple, des drones solaires. Hein. C'est l'idée que ce projet puisse servir à quelque chose, créer des emplois ici en Suisse, faire aussi rayonner l'image de la Suisse à l'étranger, et c'est quelque chose de très important pour toute notre équipe. Bien sûr, ce genre de projets sont impossibles à réaliser sans le soutien de partenaires, et à ce stade, j'aimerais tous vous remercier, parce qu'on a le soutien de la Confédération suisse, du canton de Neuchâtel, du canton de Vaud. Donc en tant que contribuable, vous contribuez à notre aventure. Donc j'espère que vous aurez encore plus de plaisir à payer vos impôts le mois prochain. On a tous les éléments pour être pessimiste, mais on a aussi tous les éléments pour être optimiste. Ce qu'on essaie de démontrer, c'est que dans le monde de demain, qui fonctionnera aux énergies renouvelables, on peut continuer d'avoir des rêves. On peut continuer de poursuivre quelque part des buts qui pourraient être inutiles. On doit tout entreprendre et on est tous responsables de ce changement de paradigme qu'on doit effectuer pour devenir durable, pour utiliser ce qu'on a à disposition aujourd'hui, pour passer d'un monde basé sur les ressources à un monde qui est basé sur la connaissance. Et je crois que la Suisse, on peut vraiment devenir un moteur de ce changement qui peut être bénéfique également pour notre économie. On doit à tout prix déjouer la prédiction d'un homme de génie qui s'appelle Albert Einstein, qui a dit que le monde ne sera pas détruit par ceux qui font le mal, mais par ceux qui le regardent sans rien faire. C'est pourquoi je ne termine pas mes conférences par merci, mais par s'il vous plaît et bonne chance. Merci d'abord pour l'exemple qu'il donne. Vous savez que vous avez peut-être vu sur les images du vol tout à l'heure Nicolas Bidot. Et en ce moment, ce projet, c'est l'un des symboles de l'innovation suisse au Kazakhstan, à l'Expo 2017 à Astana. Si vous avez l'occasion d'y aller, il faut y aller. Sinon, par Internet, on arrive à voir aussi de très très belles images. Alors, Raphaël, maintenant, est prêt à répondre à vos questions. Qui veut l'interpeller? Personne, ils ont bien Ici, mangé. au milieu de la salle, un micro, s'il vous plaît. Bonjour, merci François Tissot. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur l'évolution attendue des capacités batterie, augmentation de la puissance par rapport au poids? Est-ce que vous avez des challenges qui vont vous permettre de passer une barrière d'entrée pour atteindre vos objectifs? Est-ce que la technologie est déjà au niveau? Est-ce que vous attendez que la technologie s'améliore pour continuer vos projets? C'est une bonne question. Donc aujourd'hui, avec panel solaire, on était à peu près à 150 Wh/kg, 175. Aujourd'hui, sur le modèle qu'on a aujourd'hui, qu'on vole, on est à 350 Wh/kg quasiment. Donc on voit que ça augmente. La technologie qu'on a à disposition aujourd'hui, elle est suffisante pour faire notre vol qu'on veut réaliser. Mais bien sûr que vu que le vol est prévu en 2019, on attend d'avoir la dernière technologie pour aller peut-être encore plus haut. Maintenant, pour ce qui est des drones solaires, qui doivent rester 24 heures sur 24 en vol et à haute altitude, ça c'est plus compliqué. On a démontré, ça c'est Bertrand Piccard qui l'a démontré avec Solar Impulse, qu'on peut faire du vol perpétuel, mais à basse altitude. Pour le faire à haute altitude, il faut atteindre plutôt 500 Wh/kg. Mais aujourd'hui, le business des batteries est tellement important, il y a tellement d'investissements que voilà, on a une augmentation des performances qui font qu'on pense que dans 3 ans, on sera à ces 500 Wh/kg. Si tout va bien. Merci. Une autre question? Allez-y, c'est quand même un sacré moment de rêve. Voilà, encore. Allez-y, monsieur. Merci. Une question plus technocratique et moins passionnante, mais qu'en est-il de l'espace aérien? Puisqu'il n'y a rien qui se balade dans ces zones de stratosphère. Il y a des fusées qui lancent des satellites qui passent à travers, mais les avions de ligne sont en dessous. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur ce chapitre? C'est un chapitre extrêmement intéressant. Quand on a rencontré donc, les responsables en Suisse de SkyGuide, ils nous ont dit « Oui, mais c'est qui s'occupe de ça? Parce que nous, c'est le niveau 600. »
Et bien sûr, nous, on va au niveau 800. Donc, c'est la souveraineté du pays jusqu'à, ça dépend, entre 80 et 100 km. Hein, les Russes, c'est 80 km. Et puis l'Occident, c'est 100 km. Donc, c'est le pays qui est souverain. Pour l'instant, il n'y a pas de règles. Ça, c'est aussi le challenge. Peut-être pas pour Solar Stratos, parce que nous, on aura une autorisation spéciale, unique, mais pour ces drones qui voleront au niveau 650, pour être justement au-dessus des airlines, là, il y a un défi, effectivement, juridique pour le futur de cette activité. Mais si vous permettez de compléter, juridiquement, est-ce que cette zone-là, c'est un no man's land où il y a des règles internationales? Alors, le pays est souverain, mais il n'y a pas de règle en dessous des niveaux 600. Voilà. Merci. Une autre question? Oui? Allez-y. On vous donne le micro. Voilà. Oui, bonjour, Jules Cruzado, Prime Énergie. Au niveau des nouvelles technologies, vous en êtes où par rapport à l'EPFL, par exemple? Est-ce que vous appliquez des choses qui viennent de l'EPFL? Ou est-ce que vous êtes sur du... Vous me disiez tout à l'heure que vous achetiez sur le supermarché, je pense que c'est une image un petit peu exagérée, mais est-ce que vous allez appliquer des choses nouvelles au niveau de votre avion? Alors, on est sur un projet relativement court de quelques années, et si vous voulez développer des nouvelles technologies, ça prend beaucoup de temps. Par contre, on travaille avec un laboratoire d'UXM et de l'EPFL, qui a travaillé également pour Solar Impulse, et l'encapsulation des cellules, qui sont des cellules commerciales que tout le monde peut acquérir, hein. C'est du SunPower, c'est ce qui se fait le mieux en termes de silicium, mais tout le monde peut les acquérir. Là, c'est quelque chose qui est développé par l'EPFL et l'UXM. On est, nous, à peu près 750 grammes par mètre carré, alors qu'un panneau solaire sur un bâtiment, on est à 12 kg. Donc là, c'est vrai que, pour être tout à fait honnête, ce n'est pas quelque chose qu'on trouve à la Migros. En tout cas, chaque fois que j'y vais, je n'ai encore jamais vu personnellement. Merci. Une autre question? Alors, si ce n'est pas le cas, je vous prie d'applaudir Raphaël, de nous faire vibrer.